J'appelle pour cette deuxième table ronde Peggy Robert, qui est la présidente de la CRES des Hauts-de-France, Vincent Dulon, le directeur général de la FUB, et Bastien, bienvenue, et Bastien Sibille, président de Mobicop et président des Licornes. Voilà. Bienvenue à tous, je vous laisse vous installer. Cette table ronde donc sur le pouvoir transformateur de l'ESS et comment le développer, puisqu'on l'a vu lors de la première table ronde et la synthèse qu'a fait Frédéric Tiberghien, les moyens de changement d'échelle ne sont pas à la hauteur et la nécessité d'adopter une loi de programmation a été soulignée. Nous avions Victor Mesguer qui devait également se joindre à nous, mais qui malheureusement est en pleine négociation et donc n'a pas pu participer à cette table ronde. Donc pour la partie comparatif avec l'Espagne et comment l'Espagne gère cette planification pour développer l'économie sociale, nous ne l'aurons pas, mais nous allons voir donc concrètement en France avec vous ici présents comment ça se passe. Peut-être qu'on peut commencer très concrètement, vous allez le voir avec vous Vincent Dulon. J'aimerais à travers l'exemple de la filière vélo que l'on voit comment on peut mettre l'ESS au cœur des planifications et notamment on avait cette question de l'environnement et de l'environnement durable, des questions écologiques qui avaient été soulignées par Timothée Duverger, notamment sur ces questions-là. L'allumer juste là, voilà. C'est bon, oui. Tout à fait. Merci pour l'invitation déjà. Effectivement, là, dans ce que vous venez de dire, peut-être il y a deux questions. En fait, il y a le comment on peut y arriver. Je prendrai juste 2-3 minutes d'introduction là-dessus. Et puis après, notre exemple sur la filière vélo. Sur le comment, hein, comment on peut à un moment se saisir, comment on peut s'impliquer dans cette question de la transition écologique en tant qu'organisation, l'ESS, en tant que nous, en tant que fédération nationale associative. Nous, on part à notre sens. En tout cas, pour nous, il y a 3 conditions en fait, pour pouvoir réussir à ce pari. La première, c'est des conditions plutôt internes, hein, mais la première, c'est évidemment d'avoir un projet politique affirmé, connu, partagé. Je pense que c'est important de le rappeler. Claire, tout à l'heure, le mouvement associatif parlait aussi de ces alliances-là. Forcément, il faut qu'on ait dans nos organisations ce positionnement très clair. Il faut que ça soit partagé. Nous, on a un réseau de 500 associations, on représente plusieurs centaines de milliers de cyclistes. Donc, de fait, on a besoin de l'animer, de le partager, ce qui rend aussi d'autant plus nos propositions robustes. La deuxième condition que nous, on a vu aussi à travers la filière vélo, et j'y reviendrai, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse documenter nos propositions, les porter avec conviction, avec force. Et pour ça, on a besoin effectivement d'avoir du temps de travail qui nous permette de positionner, et notamment, et je rebondis sur ce que disait le président Jérôme Sadier, c'est d'être sur du temps long. C'est pas juste, on est toujours dans une forme d'urgence, et là, il y a un moment aussi, il faut qu'on soit capable de se documenter et de pouvoir y travailler. Et puis la troisième condition pour nous, c'est évidemment celle de coopérer. À un moment, il faut qu'on coopère. Si vous voulez faire bouger des lignes, il va falloir coopérer, y compris avec des gens peut-être avec lesquels vous n'avez pas forcément envie de travailler, mais il va un moment, il faut faire. La coopération peut être exigeante. La coopération, c'est pas forcément un consensus, c'est un compromis, donc ça veut dire du rapport de force. Mais je pense que c'est important qu'on rappelle. Donc si je veux rappeler ces 3 conditions, c'est que nous, on s'est effectivement intégré dans une filière vélo, et évidemment, on s'est appuyé sur ces 3 grands principes un peu pour les dérouler. Donc nous, la question économique fait partie de notre projet politique, donc on n'a pas de questions de ce côté-là. Sur la question de la documentation, on a effectivement retravaillé un peu ce qu'étaient ces filières économiques vélo. On a d'ailleurs travaillé avec ESS France, et je remercie ESS France, notamment sur une note de décryptage que vous retrouverez d'ailleurs là aussi, qui est fortement intéressante et qui nous a aidé à nous repositionner plus largement que simplement nous usagers de la bicyclette au quotidien, mais à travers vraiment la partie ESS plus complète. Nous, on a des associations qui rendent des services économiques, mais ça nous a permis effectivement d'élargir le spectre un peu des activités à travers cette note. Ça nous a permis de constituer effectivement, de formaliser. Et puis on s'est retrouvé, dans le cas de cette filière, invité finalement à pouvoir contribuer en tant qu'usager de la bicyclette. Alors aujourd'hui, on est sous l'angle de la transformation. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui forcément l'ensemble des résultats de ce qu'on va obtenir, parce que le contrat de filière n'est pas signé. Il est en cours encore aujourd'hui de rédaction.
Ce que je peux vous dire, hein, peut-être un mot peut-être sur les contrats de filière, c'est peut-être des mots un peu particuliers, peut-être tout le monde ne connaît pas. Un contrat de filière, c'est en fait un contrat qui est signé avec l'État et qui permet effectivement de doter de moyens financiers, de se donner des objectifs communs entre une filière économique et l'État et de se donner les moyens pour y arriver. Donc c'est pas anodin. Il y a aujourd'hui 19 contrats de filière en France, je crois, 19 ou 20. Là, celui-ci, ça serait le 20e ou le 21e. Donc sur ce contrat de filière, donc nous, on a été associés et je vous disais, on n'a pas encore aujourd'hui l'ensemble des résultats. Ce que je peux dire peut-être en petit succès, et c'est là où il y a les transformations, je peux déjà vous donner quelques éléments de petit succès de notre présence en tant que nous, acteurs de l'ESS, c'est que d'une part, on est sur un contrat de filière qui est pas simplement un contrat de filière industriel, c'est un contrat de filière économique. C'est-à-dire qu'il va de l'extraction jusqu'au réemploi, recyclage. Ça vous apparaît sans doute complètement naturel à vous, acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je peux vous assurer que ça sera le seul contrat de filière à date aujourd'hui, si on va jusqu'au bout, qui aura cette perception extrêmement large. Donc c'est quand même assez extraordinaire déjà en matière de succès d'avoir cette vision très large parce que ça permet d'associer l'ensemble des services économiques qui touchent au milieu du vélo. Un regret, et je le dis d'autant plus que j'ai le président des banques qui est là, on n'a pas réussi à mettre dedans assurance et banque, alors qu'on voit qu'aujourd'hui il y a quand même des vraies questions sur cette question, la protection des cyclistes et la protection du vélo. Mais ça, on pourra en discuter. Mais en tout cas, c'est quand même une vision extrêmement large. Donc premier élément de succès. Le deuxième élément quand même de succès, c'est qu'effectivement on a quand même réussi, il y a des fiches qui vont sortir sans doute d'ici la fin de l'année. La question de l'ESS sera relativement, je mets relativement présente. On n'a pas gagné sur tout. On a en tout cas eu sur les questions notamment de cyclo-logistique, où il y a beaucoup de SIC, d'acteurs autour de sociétés coopératives. On a beaucoup travaillé sur les questions d'apprentissage en mobilité à vélo, où il y a aussi beaucoup d'associations, mais aussi de sociétés coopératives qui existent. Donc on voit que c'est intégré. On a quand même un peu échoué, on peut se le dire aujourd'hui, je vous le dis de manière assez transparente, sur les questions de réemploi et recyclage, où on voit aujourd'hui, voilà, on a un petit bras, enfin un rapport de force encore à établir, mais globalement quand même, la place de l'ESS devrait être présente sur cette question du contrat de filière. Le troisième élément, je dois dire, alors c'est un bilan mitigé sur cette question-là, c'est la question des territoires. La ministre l'a évoqué, vous avez été un certain nombre d'intervenants qui me précèdent à l'avoir évoqué. C'est vrai qu'on a chacun une conception de ce qu'est la relocalisation de l'économie et de l'industrie, je pense. On a, nous, une traduction qui est la nôtre, qui est de dire si on relocalise, c'est évidemment pour protéger un certain nombre de bassins de vie et éviter de reproduire un certain nombre d'erreurs qui ont pu être faites dans d'autres types d'activités, qui ont été une surconcentration dans des bassins de vie au détriment des autres, et donc d'hyperspécialisation qu'on conduit finalement derrière aussi à avoir des activités qui ont migré même aujourd'hui en Asie ou autre. Et donc on se dit qu'il faut impérativement qu'on puisse concentrer notre énergie, et notamment pour reconnaître les questions de l'ESS et du monde associatif, et de se battre, et là c'est une question de définition, sur la relocalisation, pour bien dire qu'une relocalisation, ça vient aussi sur une réorganisation de nos territoires, et une façon de repenser le territoire. C'est la massification, c'est pas forcément la concentration sur un même territoire. Une massification, elle peut parfaitement se faire aujourd'hui sur un ensemble de bassins de vie, et ce qui derrière amène, mais vous savez tous, aussi, maintien des services publics, voire développement de services publics, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est battu, en tout cas, et je pense qu'on a un bilan mitigé au sens où on est arrivé sur certains pans, on en a d'autres, mais j'en parlerai tout à l'heure, qui sont effectivement plus en difficulté. Voilà pour donner quelques éléments, en tout cas, aujourd'hui. J'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver en fin d'année, où on aura le plaisir de vous annoncer que l'ensemble des éléments autour de l'ESS ont été pris, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. Donc voilà, donc on voit le poids de cette filière, de penser effectivement de A à Z cette filière vélo et de l'ancrer dans les territoires. Et c'est là que ça m'amène à vous solliciter, Peggy Robert, de la CRES des Hauts-de-France. L'ESS, dans son ADN, a cette capacité à impulser des changements, des innovations. La ministre parlait d'innovation sociale. À travers, souvent elles sont reprises par des politiques publiques. Comment est-ce qu'on peut renforcer cette implantation de l'ESS dans les territoires, lui donner plus de moyens? Ça a été évoqué lors de la première table ronde. Comment est-ce que ça se passe concrètement, là aussi, dans les Hauts-de-France? Bonsoir à vous. Déjà, je me permets de remercier les organisateurs parce que le thème de la transformation, une force de transformation, ça donne envie. On n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans le misérabilisme, donc clairement ça engage et ça fait du bien.
Et pour reprendre aussi un peu les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment par Claire, on va enfin pouvoir rentrer dans le dur des échanges, parce qu'on n'est pas naïf, il y a aussi tout un socle financier. Et Madame la Ministre ne peut que se réjouir de revenir en force dans la place, puisque depuis, on a travaillé, on s'est organisé. Et je tiens à souligner l'engagement de Jérôme, même s'il a annoncé que c'était son dernier discours de rentrée, parce que clairement, on est prêt à rentrer en mode combatif dans l'intérêt des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, dans l'intérêt simplement de cette société française qui, de toute façon, ne pourra pas se transformer sans notre économie, ça c'est certain. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis ensuite, vous dire que moi, je viens donc des Hauts-de-France. En effet, j'ai la présidence de la Chambre régionale de l'ESS en Hauts-de-France. Et comme chacun le sait également, c'est un territoire, bon, il fait un peu plus frais qu'à Paris, on est content, mais c'est un territoire qui est malheureusement impacté par des indicateurs dans le rouge. On est souvent les derniers de la classe. Et dans ce territoire en particulier, eh bien, les acteurs de l'ESS sont partie prenante à la transformation et surtout de temps en temps à cette capacité que l'on a à accompagner les uns et les autres à reprendre une bouffée d'oxygène tellement on est noyé dans des spirales. Et donc, premier point pour moi important de cette capacité à transformer, c'est d'être présent dans les cellules de crise, post-Covid par exemple, mais d'être un acteur économique de premier rang. Donc en tant que CRES, en tant que mouvement associatif, en tant qu'UDES, nous avions été des témoins et des acteurs au soutien de la transformation d'un pays et d'une région post-crise. Donc ça, c'est déjà le premier point. Pour moi, ensuite, qu'il n'y a pas de transformation sans être une capacité à l'accompagnement humain. Donc dans les Hauts-de-France, on a souhaité, quand on parle de création d'entreprises en économie sociale et solidaire, on a souhaité accompagner la formation et l'accompagnement des personnes en transition professionnelle notamment. Et donc on a été un acteur aux côtés de Sciences Po pour créer un certificat d'études politiques Entreprendre en ESS, qui a attiré un public varié, mais qui rencontre des professionnels enseignants issus de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est toujours plus sympathique de parler ESS dans les transformations et les accompagnements quand on est du sérail quelque part. Alors on n'exclut personne, mais on considère quand même qu'il y a une approche en légitimité. Et donc forcément, dans ces programmes d'accompagnement à la transformation, on va évoquer la finance, on va évoquer, dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets également, comment on communique sur son outil, comment également on peut valoriser in fine, une création sur un territoire. Donc c'est des systèmes qui fonctionnent bien et qui donnent envie. C'est une formation qui rencontre un vif succès. On transforme également par la coopération. Alors, PTCE, ok, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'on a aussi un peu marre des one-shots. Donc, approche par la coopération sur un territoire, aux côtés des collectivités territoriales, certes, mais finalement également en capacité interactive de mettre tous ensemble sur une table pour servir un projet de territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Après, finalement, l'ADN de chacun, ce qui compte, c'est comment on avance ensemble et comment on va évaluer le projet. Là-dessus, on parlait des ponts tout à l'heure avec les autres économies, mais par exemple, dans les Hauts-de-France, au niveau de la conférence régionale de l'ESS, on avait toutes les chambres qui étaient représentées. Donc c'est aussi une capacité à organiser des coopérations sur des territoires avec tout simplement les forces en présence et des vrais ambassadeurs qui connaissent chaque territoire. Les régions sont énormes, donc à un moment donné, il faut bien pouvoir partager le travail. Ensuite, des structurations de filières, donc sur la mobilité, le réemploi. Il n'y a pas pour moi de transformation possible aussi sans une capacité à communiquer, à transmettre de l'information. Donc, bien évidemment, la plateforme ESS HDF en Hauts-de-France, avec le soutien du préfet de région, ça nous a vraiment facilité les choses. Donc là-dessus, on est au soutien des 16 000 entreprises du territoire et des outillages, bien évidemment. On parlait de la capacité à financiariser certains projets, le mécénat, les fonds européens. Donc, et puis, pour moi, il est important de terminer par aussi deux choses. Le club business, où on accompagne, on organise des thématiques fortes sur notamment des axes juridiques, fiscaux. Petite parenthèse quand même, la comptabilité notamment qui évolue, avec une capacité à voir évoluer la transformation financière des bénévoles. Enfin, je ne sais pas quelle sera la suite, mais là-dessus, je pense qu'il faut mettre en place aussi nos lobbying. Faire de la politique, c'est entrer dans le rapport de force et on en est tout à fait capable. Je terminerai par les Hauts-de-France en termes de territoire
qui s'est beaucoup investi sur une capacité d'essaimage. On a un réseau qui s'appelle Tremplin, qui regroupe 26 structures au service de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc dans cet aspect-là, nous, ce qui importe, c'est de bien pouvoir flécher le porteur et la bonne ressource en face, toujours ESS. Et donc dans ce cadre-là, on a été force de proposition au soutien du cahier des charges de ESS France pour le guichet essaimage avec l'accueil, l'information et l'orientation. Donc voilà, j'aurais plein de choses à dire, mais j'essaye de faire des choix. Voilà. Merci. Et on voit donc cette vision globale au niveau d'un territoire avec cet accompagnement et cet essaimage. Bastien Sibille, je voudrais que vous mettiez peut-être votre casquette d'abord de président des licornes. On l'a dit tout à l'heure, la transition écologique ne peut pas se faire sans l'ESS. J'aimerais là-dessus que vous nous donniez votre manière d'agir et de montrer à quel point en fait l'ESS est incontournable dans son pouvoir transformateur pour aller vers cette transition. Mais écoutez, d'abord merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Oui, moi je suis persuadé et je pense qu'avec les licornes on réussit à le démontrer de façon très très opérationnelle que l'ESS a en elle tous les ressorts pour être la mieux positionnée pour conduire la transition écologique et solidaire. À condition de réussir à affirmer une vision claire de celle-ci et de réussir à tisser des alliances autour de cette vision claire. Et à cet égard, je trouve que le discours que tu as eu tout à l'heure, Jérôme, était extrêmement clair sur les valeurs qui sont les nôtres et dans lesquelles je me retrouve tout à fait, de non-lucrativité, de gouvernance démocratique. Et l'ensemble de ces valeurs, si on sait bien les positionner, si on sait les dire sans aucune, j'avais envie de dire sans aucune retenue, avec fierté, alors oui, elle nous positionne bien par rapport à la question de la transition écologique et solidaire, parce que celle-ci doit nous conduire à réinvestir des questions difficiles, le rapport à la croissance, le rapport au capital, etc. Et là, on est très bien positionné. Alors, on est d'autant mieux positionné, on sera d'autant mieux positionné que on n'aura pas peur de mener des débats de bonne qualité au sein de nos organisations. Je l'ai dit, ce qui fait notre force dans la transition écologique et solidaire, ce sont nos gouvernances démocratiques. C'est notre rapport au capital et au fait qu'il n'y ait pas de lucrativité du capital. C'est un certain rapport à la répartition de la richesse. Et moi, je pense que oui, là-dessus, on a des questions à se poser. Est-ce que nos gouvernances sont démocratiques autant qu'elles le pourraient ? Non. Est-ce que la répartition de la valeur au sein de nos organisations est aussi juste qu'elle le devrait ? Non. Est-ce un problème ? Non, c'est une zone de travail. On en discute, on s'en parle sans tabou, et à ce moment-là, on arrive à sortir de ça. Et je pense qu'il faut d'autant plus qu'on le fasse, qu'on voit bien que ça nous crée une faiblesse sur ce qui est, pour le coup, un vrai problème. Un vrai problème, et Jérôme est revenu dessus tout à l'heure, un vrai problème, c'est le floutage des lignes. C'est que oui, il y a un ensemble d'acteurs qui sont en train de flouter les lignes entre nos organisations d'économie sociale et solidaire et les organisations plus classiques. Alors il y a eu un petit débat tout à l'heure sur le terme d'économie classique ou pas, mais on comprend bien ce qu'on veut dire. Et ce floutage des lignes est très dommageable. Il est très dommageable parce que d'abord, il ne nous permet pas de construire les alliances dont on aurait besoin, et puis il nous pose des questions de financement sur lesquelles je reviendrai juste après. Mais c'est pour ça que j'ai moi aussi entendu la ministre avant. Je salue la qualité de son discours. Néanmoins, bien sûr qu'il faut qu'on tisse des passerelles entre nous et le reste de l'économie, mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait déjà depuis assez longtemps ? Par contre, merci de tisser ces passerelles sans chercher à nous dissoudre dans le capitalisme, précisément au moment où celui-ci signale sa faillite. Merci. Merci Bastien Sibille. On a 3 exemples très concrets de comment aller porter ce pouvoir transformateur de l'ESS, et parce qu'il fait chaud et que je sens que vous avez peut-être envie de poser des questions et de peut-être aller ensuite boire un verre, mais j'aimerais qu'on aille, et peut-être tous la même question finalement, c'est comment on va plus loin, comment on a entendu coopération, on a entendu du lobbying, on a entendu réflexion sur nos gouvernances, et j'ai envie de dire, et la prochaine étape c'est quoi, et ensuite on pourra prendre quelques questions. Vincent Dulon.
C'est effectivement plutôt la vision de ce qu'on peut faire après. Alors, j'ai compris, la ministre n'est pas là, mais j'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un de son cabinet qui est là, donc peut-être que quelques éléments à son adresse, en tout cas. Je pense qu'il y a quand même un sujet autour des moyens qui sont quand même importants. Donc je pense que vous avez toutes les facultés cognitives pour avoir entendu l'ensemble des propos des intervenants précédents. Donc je ne vais pas y revenir, mais je pense que c'est quand même un élément suffisamment important pour qu'on se le redise, et c'est effectivement que ça ne va pas parler là de programmation haute, mais en tout cas c'est extrêmement important. Et puis l'autre élément quand même à votre adresse, et pour aller plus loin, c'est aussi la question de la... Et moi pour travailler dans le contrat de filière, et donc avec le ministère de Bercy, il y a aussi une petite question culturelle vis-à-vis des services et ainsi de suite. Quand aujourd'hui nous travaillons sur l'ensemble des fiches projets de la filière vélo, on a plutôt en face un certain nombre, je ne dis pas tous, mais un certain nombre de représentants des services qui ont quand même une passion débordante pour des fichiers Excel et dont le seul intérêt est d'aller calculer le nombre d'emplois, de milliards générés ou de plus-value. Je pense que nous, notre rapport, il va au-delà de ça. Et je pense que cette question dans ces services-là est aussi un sujet majeur de formation aussi des services à la façon d'appréhender de manière un peu plus systémique. Je comprends qu'on soit à Bercy, mais quand des situations un peu plus systémiques, et comment aujourd'hui, effectivement, même si Claire le rappelait, on a parfois du mal à aujourd'hui évaluer un certain nombre d'impacts qu'on peut avoir, c'est quand même de les prendre en compte pour permettre aussi d'avoir sur du long terme un peu plus largement de raison en tout cas de défendre l'ESS et de nous intégrer dans l'ESS. Après sur l'avenir, moi je pense qu'il y a deux sujets importants. Il faut qu'on travaille vraiment sur la mise en récit de nos plaidoyers, la mise en récit de la façon dont on rend aussi désirable et la façon dont on travaille sur la question de l'économie socialiste solidaire. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que je pense que nous avons une approche extrêmement systémique, une approche complexe, et que parfois nos messages peuvent être aussi complexes. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, de travailler ensemble sur cette mise en récit. Je pense qu'il y a un vrai travail. Je ne dis pas c'est du marketing, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'un vrai sujet de fond pour à un moment identifier ce qui va à un moment être plus percutant et je veux dire, plus vulgarisé en tout cas, alors que ce soit pour les services de l'État dont je viens de citer, mais bien évidemment aussi auprès du grand public qui peut être à un moment où vous êtes des citoyens, des citoyennes, et effectivement on peut aussi avoir voix au chapitre. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième, mais ça a déjà été beaucoup abordé, nous on y a travaillé dans le cadre de la filière vélo, c'est des alliances quoi. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Alors, je parlais de coopération avec d'autres parties prenantes qui ne sont pas forcément des alliés. Je pense qu'aujourd'hui, on a dans cette salle, même si nous avons des parcours différents, des adhésions potentiellement différentes, mais en tout cas, je pense qu'on est des alliés sur la vision qu'on a de la société, la façon dont on peut aujourd'hui faire l'économie, la façon de la prise en compte de l'ESS, de l'associatif, et je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus, de ces alliances, et sur des alliances de temps long, et pas simplement des alliances que conjoncturelles ou que sur un sujet, pour se permettre aussi de mieux se connaître et de mieux avancer et d'être sans doute beaucoup plus efficace auprès des puissances publiques et des collectivités qui sont généralement à notre écoute. Donc des moyens, une vision, une mise en récit et des alliances sur le long terme. Peggy Robert. On a une gestion de paradoxe, c'est-à-dire on a une explosion des inégalités et en même temps on nous balance des lois dites inclusives. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord parce qu'on nous parle beaucoup de contrats impact, mais pour nous il y a forcément, à mon avis, des aspects qui doivent demeurer régaliens et des aspects sur lesquels les acteurs de l'ESS ne sont pas fermés à discuter, mais pour ça il faut qu'on soit, à mon avis, dans l'avant-garde et maîtriser un petit peu le sujet et être force de proposition. Et du coup la question des indicateurs, pour moi en deuxième position, se retrouve au premier rang. Pour moi en effet on ne peut pas évaluer une structure de droit commercial comme on évalue une structure de l'ESS. Et là-dessus une petite incursion. On entendait tout à l'heure des acteurs du médico-social. Les évaluations des structures médico-sociales a évolué, juste pour vous dire simplement que ces indicateurs ne sont pas cohérents par rapport à notre rapport à l'humain. Et donc là-dessus, je fais une troisième incursion rapide, c'est sur notamment c'est la meilleure offre au meilleur prix. Donc forcément, à un moment donné, si nous, structure de l'ESS associative, on n'accueille que des personnes en grande précarité, comment allons-nous faire pour faire en sorte que ces personnes, par exemple résidant en EHPAD, accèdent à l'innovation technologique avec des coûts quand même assez attractifs, sinon on continue à alimenter des fractures. Et donc dans ce cadre-là, le point que je rajouterais dans mon intervention, c'est surtout ce lien avec la recherche. L'économie sociale et solidaire est vraiment performante dans son rapport notamment aux chaires de l'ESS, et donc il faut qu'on puisse continuer à établir des évaluations et des bilans
de manière tout à fait neutre, via la recherche, pour imposer de nouveaux schémas de réflexion. Donc ça, c'est vraiment un point qui me semble important. Et je terminerai par l'évolution technologique qui parfois fait peur. Pour nous, je pense qu'on a là, pour le coup, une ambition tout à fait légitime. Quand on prend, par exemple, les temps modernes, c'était l'humain qui était douteux. Aujourd'hui, les jeunes veulent de la nouveauté, ils sont curieux, ils veulent qu'on aille plus loin. Grâce à l'ESS, on fait des ponts entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est une dernière porte, à mon avis, favorable dans ce monde où on parle d'innovation technologique et donc d'innovation sociale. Les deux, pour moi, sont liés. Voilà, j'essaye de faire court. Merci beaucoup pour cette synthèse. Bastien Sibille, et peut-être avec votre autre casquette de président de Mobicop. Oui, mais je vais quand même rebondir. Ou avec les deux. Sur ce que disait Vincent à l'instant, parce que je pense qu'effectivement, la question des alliances est vraiment cruciale. On le sent partout venir. Notre capacité à résister à ce que je décrivais tout à l'heure sur la tentative de floutage des lignes dépend directement de nos capacités à s'allier. Nous, les licornes, on est une alliance de coopératives de la transition. Le fait de réussir à s'allier autour d'une vision claire, sincère, qui s'exprime dans chacun de nos actes, c'est quelque chose qui nous rend extrêmement attractifs et qui nous donne beaucoup de puissance. Vous l'avez peut-être vu, Biocop a rejoint l'Alliance, Tank, Etikado, Wincop. On voit bien qu'il y a là une zone de traction, mais pour ça, on a besoin de se mettre d'accord sur un socle fondamental. Et je crois qu'on n'en est pas très loin. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a cette question des alliances. Regardons concrètement. Il y a aussi beaucoup, et là pour le coup, moi je vais quand même le redire, Vincent a dit, bon, tout le monde a dit le financement. Mais moi je vais le redire très clairement. On est la solution, mais on n'a pas l'argent pour agir. On a besoin d'argent. Les coopératives, les associations, les mutuelles qui travaillent sur les territoires ont besoin d'argent. Alors oui, on a des capacités d'innovation sociale, la ministre l'a rappelé, bien sûr, mais ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut qu'on puisse financer nos actions. Et là, je vais aussi dire quelque chose qui me semble important de dire devant vous. C'est que nous avons aujourd'hui plus de difficultés d'hier à financer les organisations de personnes. Pourquoi ? Parce que l'entrée des structures de capitaux sur un certain nombre d'opérations d'intérêt général qui jusque-là étaient de notre fait a changé un rapport des financeurs au financement de ces actions. Et aujourd'hui, on a du mal à les faire venir dans des organisations de personnes comme les coopératives, les mutuelles, les associations. Je vous donne un seul exemple. Mobicop travaille sur le partage de la mobilité individuelle. Bon, l'idée est simple. Il faut moins de bagnoles. Et pour le faire, il faut qu'on partage nos voitures. Très bien. On fait en deux ans, on réussit à faire une levée de fonds d'1 million d'euros. Et je remercie la Massif. J'en profite, je suis là, la Massif est venue. Merci beaucoup pour ça. Ça nous prend 2 ans. Pendant ce temps, on a un concurrent qui fait du très bon travail, qui est une SAS, donc une société commerciale, avec un agrément ESUS. Sur la même durée et sur le même métier. Hein. Nombre de salariés à peu près équivalent, même secteur, même typologie de clients. Il lève 12 millions d'euros. Alors, bien sûr, on est loin des financements, les 500 millions de Blablacar, etc. Mais quand même, 1 million pour une coopérative, 12 millions pour une structure commerciale comme ça. C'est pas bon pour nous. Et donc, oui, il faut reposer la question du financement. Oui, on sait faire, on est capable de faire la transition sur les territoires, mais pour ça, on a besoin d'investissements massifs. Et pour l'instant, je n'en entends pas parler. On a besoin d'1 milliard d'euros pour pouvoir agir sur tous les territoires. Pas de saupoudrage ou... Non, on a besoin d'1 milliard d'euros. Et si collectivement on y va, on est capable d'aller les chercher. Merci Bastien Sibille. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions à ce qui vient d'être dit ? Oui, s'il vous plaît, un micro ici. Bon, je ne peux pas m'empêcher de ne pas réagir par rapport à tout ce qui a été évoqué sur la question du pouvoir transformateur de l'ESS. Je pense que ça fait un siècle qu'on le démontre. Notre sujet aujourd'hui, c'est
de se retrouver avec d'autres que uniquement des convaincus. Et notamment, je voulais rebondir sur 2 points. Alors Bastien, tu l'as déjà entendu, je l'ai dit pas plus tard que la semaine dernière à ton événement. C'est effectivement la question des moyens. Et puisqu'on parle de stratégie d'alliance, ça peut aussi commencer dans notre propre famille. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous est en capacité de mettre en place des fonds. Claire, tu disais tout à l'heure notamment comment on fait en tout cas pour être plus fort. On est quelques-uns à avoir mis en place des fonds et après c'est quand même assez compliqué dans la vraie vie de les rapprocher en tout cas et de mettre ça en tout cas en commun et ça serait une belle démonstration. La deuxième, c'est qu'il y a eu l'excellent travail sur l'évaluation de la loi. Dans les conclusions qu'on a évoquées, on ne demande pas des financements, on demande simplement l'accès au financement puisque nous avons les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise. Comme Timothée parle au conseiller, il ne va pas entendre ce que je dis. Ouais, je lui ai dit vendredi. Non, je reviens sur cette question des fonds propres, qui est la même pour toute l'économie sociale, tu viens de le souligner, et sur laquelle aujourd'hui nous n'avons absolument aucune donnée sur ce que nos banques publiques d'investissement, vous allez dire je vous casse les pieds avec ça, je sais, je l'ai beaucoup dit, je pense que c'est central pour avancer qu'on ait ces informations, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle d'entreprises à impact ou d'entreprises de l'économie sociale qui n'ont pas la même possibilité d'avoir des investisseurs que n'importe quelle autre entreprise, et je mets celles à impact qui sont des SAS, eh bien, l'accès au droit commun est effectivement différent. Et ça, c'est important. Et le dernier point, pour ne pas être trop longue, c'est la question, effectivement, de ceux qui nous accompagnent dans ces politiques publiques. Et on a des gens autour de nous qui essayent de nous accompagner. Je pense à nouveau aux fameuses banques publiques de l'investissement, mais je ne sais pas si elles sont là présentes aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on arrive à ouvrir ce dialogue-là, parce que si on a des experts qui ne sont pas en fait, dans ces organisations, on ne risque pas d'être financé, tout simplement parce que les critères de sélection pour investir dans nos entreprises sont regardés de manière identique aux entreprises dites conventionnelles. Je pense que tout le monde aura compris ce que je voulais dire. Et je pense que tant qu'on n'aura pas avancé sur ces 3 derniers points, on continuera à avancer seul, mais on peut commencer en tout cas à être effet de levier pour démarrer tout ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction ? Oui, plein de doigts se lèvent. Ici, voilà. Oui, un petit mot, Hugues Sibyl, le président du labo de l'ESS. D'abord, pour revenir d'un mot sur le débat précédent, j'ai applaudi lourdement quand, je crois que c'est Jérôme a parlé de loi de programmation, je suis à fond pour ça. Mais en fait, je crois qu'il faut plutôt demander une vraie politique publique qui passe par une loi de programmation. C'est-à-dire que ne faisons pas l'erreur de la loi pour la loi. Donc une loi générale ne serait pas bonne, une loi de programmation serait bonne. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une politique publique qui donne des moyens. Ça paraît peut-être une nuance, mais je pense que c'est quand même bien ça le sujet pour l'avoir un peu pratiqué. Victor Metzger aurait dû nous parler effectivement de ce qui se fait en Espagne, notamment. Pour avoir pratiqué ça un peu de l'intérieur, c'est une politique publique qu'il nous faut. Moi, je voulais juste dire un mot sur le pouvoir transformateur de l'ESS, c'est aussi la bataille des idées. On ne peut pas avoir un pouvoir transformateur si on ne progresse pas dans la bataille des idées. Et dans cette bataille des idées, le point de vue des économistes, c'est une question fondamentale. Donc je ne fais pas de la publicité, mais je vous incite à regarder un bouquin qui vient d'être fait sur Regard d'économiste sur l'économie sociale et solidaire. Le labo de l'ESS avait pris cette initiative il y a 10 ans. On l'a reprise cette année avec Timothée Duverger-Sacher et Camille Dorival et les lecteurs d'Alter Eco pour voir qu'est-ce que les économistes orthodoxe et hétérodoxe, c'est-à-dire que là on a l'économie que vous avez baptisée classique et l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas les gens qui veulent une alternative économique. Comment est-ce qu'ils regardent l'ESS ? Et croyez-moi, c'est assez instructif, parce qu'on est quand même encore bien loin d'avoir gagné la bataille des idées auprès des économistes. Or, les économistes, souvent, font les politiques publiques dont je parle. Finalement, les dirigeants politiques, ils écoutent ce que les économistes, sur la partie économique, leur susurrent à l'oreille. Ben, franchement, on a encore du terrain à parcourir pour
développer le pouvoir transformateur de l'ESS, c'est-à-dire que les idées qu'on défend soient véhiculées aussi par des gens dont le métier, c'est d'être dans le domaine des idées. C'est la raison pour laquelle, avec Timothée, avec Camille, on veut que ce bouquin soit présenté pas seulement à Dijon, aux Journées de l'économie autrement, mais aussi à Lyon, aux Journées de l'économie, au GECO, à l'endroit où il faut aussi mener cette bataille auprès des économistes pour leur faire entendre qu'il y a des voies alternatives, mais qui, franchement, pour l'essentiel, ils entendent d'une oreille assez lointaine et assez distraite. Et vous parliez de la recherche tout à l'heure, Peggy Robert, peut-être une réaction ? En fait, pas de nouvelle loi sans moyens supplémentaires. C'est toute la différence entre accéder à un droit et l'accessibilité à ce droit. Si on n'a pas les personnes derrière pour répondre aux besoins, on va créer un appel d'air et on va créer des frustrations. Voilà, c'est tout. Après, sur ce que disait Madame, demain, avec une capacité aussi à faire en sorte que de cette évolution de la loi, on y mette les moyens, c'est aussi permettre aux chambres d'accompagner les développeurs de projets. Et demain, pour moi, il ne peut plus y avoir de création d'entreprise sans qu'on ait devant une chambre, par exemple, une chambre, le créateur et la finance à côté. Et tous les trois, on capte et on coopte. Mais voilà, derrière, il faut quand même, en effet, il faut des moyens. Donc, on en revient à cette question, qui n'est pas une question, mais qui nous demande. Alors, peut-être une autre question ici. Alors, le micro était passé derrière. Oui, merci de me donner la parole. Moi, je représente une petite association de Bretagne. Et donc, je voudrais revenir quand même sur le pouvoir transformateur de l'ESS et surtout sur les moyens. Aujourd'hui, petite association de Bretagne qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui essaie effectivement de faire des ateliers où on apprend aux personnes qui sont en difficulté dans les quartiers prioritaires de la ville à mieux manger, à manger des produits plutôt bio, etc. etc. On se trouve dans une situation où on est dans le cadre d'activités que moi j'appelle contraintes. Pourquoi contraintes ? Parce que les subventions nous viennent donc de la municipalité, les subventions nous viennent de l'État, et il est bien évident qu'on répond pour ça à un appel d'offres. Donc cet appel d'offres, il est très, très, très orienté. Donc on est obligé, effectivement, de suivre les préconisations. Par exemple, nous, on voulait faire des ateliers pour les mamans qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à la cantine scolaire. Eh bien, niet, c'était refusé par la mairie. Ça ne correspondait pas, attention, les cantines scolaires, on n'y touche pas. Ça ne correspondait pas, à la politique de la ville, de la mairie. Autre chose que je peux dire, mais bon, on n'a pas parlé ici, et ça m'inquiète un peu, de tous les bénévoles qui travaillent. Parce qu'effectivement, on a des subventions, mais nous, chez nous, on a 50 bénévoles, 50 à 80 bénévoles, 100 adhérents, hein, pour toute la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces gens-là dépensent leur temps, viennent nous aider. On fait, par exemple, ce qu'on appelle le chaînon manquant. Je ne vais pas être très long, mais je pense que ce que je vais dire, ça a une importance quant aux moyens. Et je crois qu'on ne sait pas suffisamment comment fonctionnent les petites associations. Et si on est venu depuis la Bretagne, c'est pour un peu expliquer ça, très rapidement, pour dire attention, attention, là on est en train d'aller dans un système où effectivement on va dégoûter ces bénévoles qui passent tout leur temps à nous aider. Hein, et puis derrière, certes on a ces subventions, mais comme je disais tout à l'heure, heureusement qu'on a ces bénévoles. Hein, et heureusement aussi que ces bénévoles, dans notre budget, hein, on peut les valoriser. Ça, c'est très important. Alors, je vois que j'ai plus tellement droit à la parole. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pense qu'on va pouvoir continuer à échanger. J'aurais plein d'autres choses à dire sur ce pouvoir transformateur. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a du boulot. On a intérêt à travailler ensemble. On nous dit coopérer, travailler, etc. C'est ce qui est ressorti plusieurs fois, effectivement, cette notion d'alliance et de coopération. C'est ce qu'on fait constamment. Nous, on a 3 collèges chez nous, hein. Le collège des administrateurs, le collège des financeurs, ou ce que je viens de dire, là on le dit aux financeurs, et le collège des partenaires, puisqu'on considère que travailler dans nos métiers, du mieux manger, il faut le faire avec des partenaires. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère qu'il va servir. Merci beaucoup. On prend encore quelques questions. Voilà, une dernière question, et puis ensuite ce sera. Il y avait monsieur là-bas conclusion.
Merci. Oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent, je suis désolée. Très rapidement, Michel Jézéquel, président de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Bretagne, donc on reste en Bretagne. Je souscris aux propos qui sont tenus et qui interrogent sur la capacité d'initiative des associations. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Je voulais juste appuyer le propos de Peggy, Robert, sur la place des chambres régionales dans ce pouvoir de transformation et d'accompagnement des acteurs et de porteurs de projets sur les territoires. Un travail a été engagé entre les CRES et avec le soutien de SS France pour promouvoir et réclamer les moyens aux missions qui sont prévues par la loi et confiées aux CRES, notamment dans l'accueil, l'information et l'orientation des porteurs de projets. Un travail a été engagé, donc voilà, juste préciser qu'on aimerait bien qu'il se poursuive et puis que le débat et l'échange puissent repartir sur ce thème-là. Merci beaucoup. Juste quand même, parce qu'on est dans les bonnes pratiques en ESS, et à l'image de ce que monsieur disait de Bretagne, on le trouve partout, ce témoignage-là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à votre niveau, il n'est pas petit, vous entretenez une envie d'agir et un pouvoir d'agir au niveau des citoyens, et c'est fondamental. Par contre, les systèmes ne pourront demeurer que si on est dans la coopération, les synergies et la mutualisation. Donc oui, en effet, rapprochez-vous de la Chambre de Bretagne, parce qu'on va continuer les échanges en buvant un verre, j'espère. On est en bonne pratique ESS. Mais voilà, en tout cas, c'est par respect, parce que je pense que c'est important. Les temps sont comptés, mais voilà, il y a beaucoup de respect dans tout ça. Bastien Sibille. Il fait chaud dans la salle, donc on sent qu'on veut passer à la suite. Donc moi, je vais être assez bref. J'entends beaucoup revenir cette thématique des alliances, et je pense que c'est effectivement la bonne thématique. Mais moi, il y a une chose dont je veux témoigner, c'est que pour qu'une alliance vive, il faut des objectifs. Donc, si on veut faire des choses ensemble, il ne faut pas juste se dire qu'on veut s'allier, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et il faut être dans une perspective de conquête. Donc, par exemple, sur la question du financement, Fatima, tu as raison, on a besoin de financer en fonds propres. Allions-nous pour aller chercher 1 milliard d'euros. Vous savez que j'ai fait cette proposition, c'est un objectif, on y va, et quand on énonce un objectif clair, il permet à des acteurs très différents de se relier à lui. Mais il y a d'autres objectifs à avoir. Claire parlait tout à l'heure d'objectifs sectoriels. Regardons, et effectivement, sur ces éléments-là, allions-nous pour faire une différence. Et je crois qu'on peut vraiment le faire. La chaleur devient vraiment très forte, et si on veut laisser la conclusion, juste un tout petit mot. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit, et je pense que j'apprécie très bien le mot qui a été dit par Claire, que tu as repris aussi sur la question de la conquête. Je pense que c'est quelque chose. Alors, ça tombe bien, c'est le thème du prochain congrès de la FUB. Je vous en ferai pas la publicité au mois de mars. Non, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, cette question de la conquête, d'identifier effectivement les objectifs, de mettre des partenaires au total, et de se dire que ce qu'on fait, c'est déjà très bien, mais qu'on peut faire mieux, et qu'on n'a pas à rougir tout ce qui a pu être fait. Continuons, investissons les différentes sphères, et continuons à faire voir que l'économie sociale et solidaire, le monde associatif, et y compris tous ces bénévoles dans le monde associatif, soient effectivement valorisés auprès des différentes puissances publiques et politiques publiques. Merci à tous pour votre participation, vos témoignages et vos questions.